Aujourd'hui, on parle d'un outil pour les ostéopathes. Rassurez-vous, ce n'est pas un podcast médical. On va pas parler fonctionnalité, on va parler technique. On va parler de la technologie sous le capot. Dans cet épisode, on parlera surtout de serverless. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous abonner. Très curieusement, c'est difficile à dire pour moi le vendredi matin. Plus de 50% nous écoutent sur des navigateurs web. Vous savez que vous pouvez vous abonner aussi dans des applications. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast sont les plus populaires. Comme ça, vous recevez le download automatiquement le vendredi quand vous partez travailler. Vous pouvez nous écouter. Continuez de faire part de vos feedbacks, de vos commentaires, parce que ça marche. Parfois, on fait des feedbacks sur Twitter et puis on se retrouve invité dans le podcast. C'est ce qui est arrivé à Antoine Montré, mon guest, mon invité d'aujourd'hui. Antoine, tu es software engineer, développeur software. Tu as créé, il y a bien longtemps de cela, un outil qui tourne dans le cloud maintenant et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça s'appelle OsteoTools. Dis-moi, c'est quoi? Eh bien, bonjour Sébastien. OsteoTools, c'est un logiciel de gestion de patientèle, plus précisément de gestion de cabinet pour les ostéopathes. Ça répond à différentes questions sur l'historique du patient, sur sa santé. Ça fait un peu de facturation, j'aime pas dire comptabilité, donc je vais dire facturation, et puis du planning, ce genre d'outils qui permettent de faciliter la vie d'un praticien. Donc c'est l'outil dans lequel ils sont toute la journée, quand ils sont pas leurs mains sur un patient, dès qu'on les voit tapoter sur l'ordinateur, c'est la prise de rendez-vous, c'est la prise de notes, la facturation, pas la comptabilité, tu as bien dit. Comment est-ce qu'on tombe là-dedans? Comment est-ce qu'on développe un outil pour les ostéos? Il faut être amoureux d'un ou d'une ostéo pour faire ça. Enculé par ma femme. Non, mais elle est au courant, donc ça va. Oui, historiquement, OsteoTools, ça vient de mes années de fin de faculté où j'avais du mal à trouver un travail suite aux attentats du 11 septembre et du coup c'était compliqué. Donc du coup j'ai fait une veille technologique personnelle pour continuer à me former, à rester dans le métier. Et puis ma compagne de l'époque, ostéopathe, m'a demandé de faire un outil pour son école d'ostéopathie. Et donc, à l'époque, j'ai réalisé cet outil en Java pour son école. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas le modifier un peu et l'ajuster pour pas une école, mais un cabinet, pour que ça soit plus spécifique au monde professionnel, on va dire, et pas à l'université. Et donc, voilà, l'outil est né comme ça, d'une relation, puis et différents échanges. Et de fil en aiguille, tu as plusieurs centaines de clients, enfin sans dévoiler rien de confidentiel, oui. Mais quelle est la taille ou l'impact d'OsteoTools en France? J'aime à dire qu'il est bien positionné sur les moteurs de recherche quand on cherche logiciel pour ostéopathe, donc c'est déjà un bon point. Et puis, si je regarde mes stats, on va dire qu'environ 3000 personnes l'utilisent au quotidien, peut-être un peu plus avec ceux qui essayent. Mais entre les remplaçants et les comptes principaux, il y a bien 3000 personnes qui l'utilisent au quotidien, je pense. Donc ça devient un business pour toi, tu en as fait c'est une activité secondaire pour moi, mais à force de justement d'engranger les clients, on va dire comme ça. J'ai créé une société en 2014 si ma mémoire est bonne, et c'est venu avec la migration justement vers le cloud. Et c'est une société à part. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui tu es dans le cloud, et on va parler en détail de l'architecture que tu as eu au début et puis celle que tu as maintenant, parce que là elle a beaucoup évolué. Donc si j'ai bien entendu, c'est le logiciel a 20 ans, donc quand tu l'as créé le cloud n'existait pas, donc je suppose, tu as dit en Java, donc je suppose que tu étais en Fat Client avec Swing, ouais. Quelque chose comme ça, et une base de données embarquée ou une base de données client-serveur déjà à l'époque? Une base embarquée, c'était de mémoire le nom H2 SQL. Me demande pas pourquoi, très peu connue celle-là, mais c'est une des rares bases de données que j'ai trouvé qu'on pouvait injecter directement dans le code sans avec un jar, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, on injectait ça dans le code et puis on avait une base de données embarquée. Ça évitait de devoir faire appel à MySQL, de demander à mes utilisateurs d'installer une base de données. De devoir installer surtout, et de devoir gérer, backuper. C'est plus facile pour moi d'avoir qu'un seul installeur. Donc, mais je me suis vite aperçu que l'installeur, même un seul, c'était compliqué.
Et comment t'es passé en mode SaaS? On fout pourquoi t'es passé en mode SaaS? Justement pour ça, parce que le client lourd, c'est sympa, ça va 2 minutes. Enfin, ça a tenu 10 ans, mais ça va 2 minutes. Parce que dès qu'on fait une mise à jour, on n'est jamais sûr que nos utilisateurs feront la mise à jour. Et des fois, on a nécessité de faire une mise à jour parce qu'on s'aperçoit que on a une coquille dans le code qui fait un énorme trou pas de sécurité, mais de malveillance programmée, on va dire que tiens, si on clique sur ce bouton-là, ça va peut-être effacer une donnée. Ça serait bien que je le corrige. Mais voilà, des fois, les utilisateurs ne mettent pas nécessairement à jour parce que voilà, ils estiment que ça fonctionne, donc ils restent. Et moi, l'intérêt du SaaS, justement, c'était de me dire, et de faire profiter à mes utilisateurs, de dire, voilà, j'ai fait une mise à jour, tout le monde en profite gratuitement, en ligne, tout de suite, il y a juste à recharger la page. Donc c'était simplification pour que tout le monde soit à jour et qu'il n'y ait plus jamais de soucis. S'il y a un problème, je le règle pour tout le monde en même temps et pas seulement pour un utilisateur. Et donc là, on était il y a une dizaine d'années, j'essaie toujours de tracer l'historique. Et tu héberges tu passes d'une application Fat Client avec base de données embarquée sur une application web chez un hébergeur. On ne parlait pas encore de cloud à l'époque, mais un hébergeur, on va dire. Mutualisé. Oui, à l'époque, on n'avait pas encore les problématiques de données de santé, ou en tout cas, moi, j'étais pas forcément nécessairement au courant. C'est pas mon cœur de métier. Donc du coup, je me tiens au courant, mais je suis pas avocat. Mais donc c'était hébergé sur un serveur mutualisé classique au départ, et puis après un serveur dédié normal, classique, on va dire. Et donc j'ai migré, je suis passé vers du PHP et Angular. Ça s'est fait progressivement quelques temps quand même, parce que faut le recoder Ouais, tu dis migrer, mais c'est tout réécrire. Hein. C'est pas une migration. Enfin, tu migres l'architecture. Je migre les données. Voilà, c'est plus ça. Voilà, et tu migres les données. Conserver les données de mes utilisateurs, je les ai migrées dans le cloud, mais le code n'a plus rien à voir. Donc c'était une application PHP encore classique, c'est-à-dire hébergée sur un serveur Apache avec un moteur de base de données MySQL et donc le client en Angular. Donc classique dans le sens, comme tu aimes à dire, une application à la papa avec. Ouais, mais qui fait le job, quoi, qui n'ajoute pas de complexité. C'est pas de l'over-engineering, c'est pratique, c'est pragmatique, ça marche, et tu délivres pour 3000 clients quand même tous les jours. Ça fonctionne, oui. Et à l'époque, c'était une machine virtuelle avec la base de données et le serveur Apache, etc. C'est encore vas-y, je t'en prie. Oui. C'est encore de technologies qui marchent maintenant. Hein. On parle de trucs d'il y a 14 ans, si je compte bien, à peu près. Mais c'est encore un stack qui est tout à fait valide aujourd'hui. C'est exactement ça. Ça fonctionnait très bien, mais c'est plus les contraintes dans le temps de législation avec le RGPD, les données de santé, tout ça, qui m'ont obligé à migrer vers un autre hébergeur dit encore une fois classique, où là, la complexité, justement, c'était de conserver cette architecture, mais de l'installer moi-même. Et ça, j'ai dû me former là-dessus. Et c'est là que AWS a commencé à apparaître un peu dans ma vie. C'est-à-dire que, dans un premier temps, j'ai dû migrer sur un serveur dit, agré, données de santé. Mm-hmm. Conforme à HDS, qui est la norme française pour le stockage et la rétention de données médicales. J'ai dû migrer mon code, là pour le coup c'était une migration, migrer mon code sur un serveur agré, et donc j'ai dû me former à des technologies telles que Ansible pour pouvoir gérer mon installation de manière automatique, gérer un peu mon déploiement de manière automatique, et j'ai fait la connaissance d'un YouTuber, je passe une petite dédicace au passage, il cherche à atteindre les 100 000 abonnés, Cocadmin, et donc du coup en suivant ses recommandations, ses formations, je me suis formé à Ansible, et puis en regardant de plus en plus ses vidéos, je me suis aperçu qu'il parlait souvent d'AWS, et du coup j'ai commencé à m'y intéresser, et de plus en plus, et puis ce qui me freinait en fait au départ, c'était c'est bien, AWS ça a l'air sympa, mais je pense pas que ça soit agré. Et puis dans mes recherches, à un moment, j'ai trouvé un fameux lien qui me dit si, c'est agré. On peut héberger des données de santé sur AWS sans aucun souci. Et donc là, du coup, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser de plus en plus.
Cocadmin, c'est un YouTuber qui qui fait toujours plein de vidéos DevOps, Linux, Cloud, etc. Si j'ai bien compris, maintenant il fait plus que ça à plein temps. Avant, il travaillait comme DevOps chez Ubisoft, c'est pas un secret. Au Canada, c'est un Français et si je me souviens bien, son vrai nom c'est Thomas. Il était l'invité du podcast AWS. Si vous allez chercher dans les historiques du podcast AWS, vous trouverez un épisode avec Thomas, avec Cocadmin, pas Coco Admin, Cocadmin. Il y a mais je vous mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast où vous le retrouverez à partir de... Ah bon, mais je suis bon élève. Et donc merci. Et donc tu es chez un hébergeur classique, certifié HDS, mais tu commences à regarder AWS. Qu'est-ce qui t'apportait en plus à l'époque que ton hébergeur certifié HDS? Dans un premier temps, rien de plus. Mais c'est à force de regarder justement toutes ces vidéos qui gravitent autour d'AWS, les vidéos de Cocadmin, des vidéos plutôt des conférences de Mathieu Napoli, qui parlait souvent qui parle toujours deux fois de Bref, de Lyft, ces projets open source qu'il a créés pour faciliter le monde du déploiement. Et alors là aussi, je t'interromps et je fais une petite parenthèse. Mathieu Napoli est un AWS Hero dans la catégorie serverless. Il est product manager chez Serverless, donc la société qui fait le framework serverless. Il est régulièrement avec nous dans nos conférences à reInvent et autres. Vous le retrouverez assez facilement. Et c'est surtout, et c'est pour ça que tu l'as connu à mon avis, un des créateurs, ou le créateur, je pense, d'un framework qui s'appelle Bref, qui permet de faire tourner du PHP en lambda. Et c'est ça qui a dû attirer ton attention. Lors d'une de ces conférences où j'ai vu il parlait justement de faire tourner du PHP sans serverless. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se passe cette histoire? Parce que moi, ça m'arrange. Je suis pas administrateur réseau. Je sais installer des machines, mais je suis jamais sûr de le faire dans les bonnes conditions. Et là, si on me propose quelque chose où j'ai plus besoin de le faire et que tout fonctionne, je vais commencer à m'y intéresser. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait faire tourner une application PHP, donc avec un bloc, ce qu'on appelle monolithe. Une seule entrée et c'est l'application PHP qui gère de dispatcher. Je me suis dit tiens, ça je peux modifier mon code pour que ça soit géré de cette manière-là. Et donc j'ai commencé à migrer mon code pour que cette fois c'est une migration pour qu'il puisse gérer ça de manière transparente et qu'il n'y ait aucun changement de comportement. Et j'ai commencé à faire des tests justement en utilisant AWS Lambda et je me suis aperçu que ça fonctionnait comme avant. Et en fait, c'est ça le vrai déclencheur pour toi, c'est dire je dois plus gérer de virtual machine, je peux juste déployer mon code et puis il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ce que moi j'appelle la plomberie en dessous, qui est de s'assurer qu'il y a un OS qui soit patché, que ça scale. Si tu as besoin de 20 machines, ça fera 20 machines. Si tu as besoin de 0, ça fera 0 et t'arrêtes de payer aussi, contrairement à une virtual machine qui elle on la paye tout le temps, même si on l'utilise pas, même s'il y a 0 requête. Donc c'était ça le déclencheur, c'était diminuer ta charge opérationnelle et probablement réduire les coûts. Exactement, parce qu'une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit ok, très bien, mais combien ça va me coûter cette affaire? Et j'ai commencé à regarder tout ce qu'on pouvait faire avec AWS et du coup je me suis aperçu qu'on pouvait aussi gérer la base de données, donc je pouvais aussi sortir ma base de données et la mettre chez AWS. Puis j'ai regardé plein de services comme ça et je me suis dit tiens, mais en fait si je les sors tous, je peux, mais combien ça va me coûter? C'était la grande question, parce que le point noir que moi j'ai trouvé sur AWS, mon point noir, c'est la tarification. C'est-à-dire que le tarif, quand on le regarde, ça coûte 1 centime, et encore 1 centime, une fraction de centime à l'heure ou je ne sais quoi, à la milliseconde par moment, donc impossible à calculer. Et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas la fausse bonne surprise? C'est-à-dire que je vais le mettre en place et puis derrière, ça va me coûter beaucoup plus cher. Alors qu'avant, tu avais un prix fixe par mois, je suppose, par virtual machine, et tu savais combien tu allais payer. Grosso modo, donc moi, je suis pas dans une grande société, donc les coûts sont minimes, mais à mon échelle, c'est suffisant, on va dire. Avant, pour arrondir, c'était quelque chose comme 200 € par mois. Donc du coup, mon objectif, c'était de me dire, ok, je veux bien passer chez AWS, mais il faut que ça me coûte moins, ou en tout cas équivalent. C'est-à-dire que si ça me coûte autant, mais que mon service derrière il est beaucoup plus performant, aucun souci, je migrerai vers AWS. Et en fait, j'ai eu les deux. C'est-à-dire que ça me coûtait beaucoup moins cher, moitié moins cher, au final, pour quelque chose de
plus performant parce que du coup, au lieu d'avoir une machine dédiée avec, je sais plus, 4 gigas de RAM et 50 gigas de stockage et puis 4 CPU ou 2 CPU, je ne sais plus. Là, j'avais une machine dédiée à ma base de données qui avait autant de CPU, autant de RAM que ma seule machine hébergée. Une autre, une machine, on va dire, entre guillemets, dédiée pour les lambda où je m'en occupe pas, je sais même pas comment ça marche et ça fonctionne très bien. Une autre, d'autres machines dédiées à des services Docker que je fais tourner via Fargate. Pareil, j'ai autant de RAM qu'avant, mais sauf que ça me coûte beaucoup moins cher et que surtout je peux faire scale down ou scale up en fonction des UJAS parce que la nuit, les ostéopathes travaillent très peu finalement en France. Oui, j'ai quelques clients qui sont dans les dom-tom, mais du coup, vu que le nombre est limité, c'est presque transparent. Donc voilà, mais en tout cas, je peux gérer maintenant les capacités que j'utilise de manière optimisée et du coup, en faisant tout ça, je réduis mes coûts de plus de moitié, on va dire presque 55%. Ouais. Alors reprenons l'architecture. C'est intéressant comme témoignage sur le coup, parce que tu as pris une approche FinOps carrément dès le début en disant c'est moi qui paye, c'est ma carte de crédit, donc on va aller très prudemment et petit à petit. Reprenons l'architecture que tu as déployée. Tu as parlé de Lambda pour le code PHP, donc ça je suppose que c'est l'API qui est appelé par le front-end. Ton front-end t'a mentionné Angular, là je suppose qu'il n'y a pas de migration. Tu le sers depuis quoi Angular? Tu le sers depuis S3 Vue.js. Mais oui, c'est ça, exactement. Vue.js, mon application Vue.js est hébergée sur S3. Vu que mon code fait, je sais pas, une dizaine de mégas, ça me coûte rien. Ou une fraction de centime, comme on disait. Il est hébergé sur S3, il est promulgué, entre guillemets, par CloudFront. Distribué, voilà. Merci caché dans les verbes. À proximité de là où tes clients se trouvent. Derrière ça, il y a aussi une API Gateway justement qui va servir à dispatcher les différentes routes vers ma lambda. Enfin. Et ta lambda, elle est monolithe. J'ai eu un client, je me souviens plus, qui expliquait dans le podcast qu'ils avaient fait du monolithe en serverless. C'est pas parce qu'on est en serverless qu'on est forcément en microservice. Donc ta lambda, elle est plutôt comment? C'est une grosse lambda avec tous les points d'entrée ou plein de petites lambdas différentes? C'est une grosse lambda monolithe. Et c'est l'API Gateway qui se charge de récupérer les routes, qui transmet la route justement à l'API et pas à l'API, à la lambda, pardon. Et c'est la lambda qui se charge de dispatcher en fait, de voir dans quelle branche du code elle va. Et c'est pareil, cette API Gateway est reliée au CloudFront. J'ai aussi donc l'authentification des utilisateurs, c'est quelque chose que tu fais dans le code toi-même avec ta base de données ou tu utilises un service managé comme Cognito? Je ne suis pas encore intéressé à Cognito. Je le gère moi-même pour l'instant. C'est suffisant pour le moment, mais c'est pas quelque chose que j'exclus parce que le problème d'AWS, c'est le gros problème, c'est que quand on a mis le nez dedans, on découvre des tas de fonctionnalités et on se dit tiens, celle-là, c'est la bonne. Et on veut l'essayer et on veut la mettre en place. Et c'est mon gros problème, c'est que à chaque nouvel onglet que j'ouvre, je me dis mais ça pourrait matcher, ça pourrait m'intéresser. Et c'est un point sur lequel on reviendra à la fin. Oui, mais toujours avec cette approche prix également. Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te rapporte en termes de stabilité? Il faut que ça m'amène de la performance, mais que le coût reste raisonnable. Si j'explose mon budget, ça n'a plus trop d'intérêt. Parce que c'est une précision, je suis un client, j'ai un logiciel SaaS, mais je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup en France, si ce n'est dans le monde, mais je fais pas payer d'abonnement. Je fais payer un prix fixe, un prix de licence, et puis après, plus d'abonnement. Donc du coup, il faut que ça soit largement rentable pour moi de pouvoir héberger mes données sur le SaaS. Oui. Ah oui. C'est une volonté, en fait, je me suis mis à la place du client. Je me suis dit, moi, j'aime pas les abonnements. Alors que j'en ai plein, je suis comme tout le monde, j'ai un abonnement internet, j'ai un abonnement de téléphone et tout ça, mais je me dis, pour un logiciel, j'aime bien le payer une fois et puis qu'on m'embête plus. Donc du coup, voilà, c'est ce que je fais depuis le départ et puis j'ai continué avec ça et voilà. Ah oui, je ne vais pas aller dans les détails du modèle économique, mais en gros, ça veut dire que tu as un revenu
fixe, enfin une fois pour toutes par client, alors que tu as des expenses qui sont elles récurrentes, qui sont tous les mois d'où l'intérêt de faire attention aux architectures que tu utilises. Alors on a parlé du front-end S3 Vue qui tourne sur le browser, ça c'est bien, comme ça c'est pas toi qui dois payer, c'est de la puissance calcul du client, qui parle à API Gateway et Lambda. On n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, la base de données. C'est quoi? Tu es resté sur MySQL, c'est sur de l'EC2, sur de RDS? Le détail c'est MariaDB, mais c'est MySQL, c'est équivalent. Mais oui, je suis passé sur RDS et... Comment ça s'est passé, cette migration d'une base de données que tu gérais toi-même chez un hébergeur vers RDS? C'est difficile de te raconter une histoire alors que c'était super simple. La seule contrainte... c'est une histoire aussi. C'était super simple. Export, import, merci, ça marche, au revoir. Juste je surveillais un peu parce que l'exportation, du coup... à mon échelle, c'est une grosse base de données. À l'échelle des autres, c'est une minuscule base de données, mais il y a quand même plusieurs gigas à transférer. Et du coup, ça prend un peu de temps à réimporter. Mais c'était juste vraiment l'histoire. Je l'ai fait en ligne de commande. Donc c'est un samedi soir quand il n'y a plus personne sur le service. Je me dis ok, aujourd'hui je transfère mes services. Je migre mes données sur RDS. Je lance ma ligne de commande. Et puis 2-3 heures après, c'est terminé. Et voilà. Rassure-moi, tu avais testé avant. J'ai fait plusieurs tests. J'ai passé plusieurs mois à tester, à faire même des essais grandeur nature, entre guillemets grandeur nature, c'est-à-dire que je me dis ok, je me mets dans les conditions. Samedi soir, il y a plus personne sur le service, je suis fatigué. J'essaie de tout transférer, sauf que je le transfère sur un faux nom de domaine qui ça va impacter personne, ça n'impactera que moi. Et voir, je me chronomètre pour voir le temps que ça met. Et après 2-3 essais concluants et sans souci, j'ai fait mon transfert et le transfert de la base de données, zéro surprise quoi. C'est-à-dire j'ai transféré, ça a marché. Point. Alors la base de données c'est la même, que tu la tournes toi-même ou qu'elle soit tournée sur RDS, c'est le même moteur de base de données. Donc côté applicatif, je m'attendais pas à beaucoup de changements, mais pour toi en tant que développeur / system admin / CFO, qu'est-ce que ça a changé RDS pour toi? Les week-ends et les temps libres, tranquille parce que enfin, je vais pas dire on a tous eu cette expérience, mais en tout cas moi je l'ai eu. Je sais que tu l'as déjà eu, tu l'as déjà raconté. Je l'ai eu aussi. Un problème, un jour, mon application commence à loguer, mais plus que de raison, et puis ça tourne en boucle et on voit les logs grossir, et puis un jour on reçoit un mail et on se dit tiens, la base de données ne marche plus, il n'y a plus assez d'espace disque sur le serveur et la base de données plante. Et quand ça plante à midi, j'ai de la chance que ça plante à midi parce que généralement les gens mangent, mais il faut que je réagisse assez vite parce qu'il faut que le service reparte tout de suite. Et du coup, le temps de redémarrer la base, le temps de vider les logs, et encore une chance de les trouver. Et voilà, j'ai un problème, c'est arrivé une fois et du coup je me suis dit mais ça c'est vraiment pas serein quoi. Je peux pas tout le temps surveiller mon appli, il y a bien des moments où il faut que je me repose. Donc cette migration vers AWS, c'est du temps de libre finalement, parce que déjà quand Lambda plante, elle va planter un microservice, on va dire. Derrière, il y en a une autre qui va se relancer et puis ça va fonctionner comme par magie. Quand la base de données plante, non, elle plante pas. La base de données plante plus quasiment. Enfin, en tout cas, là, je touche du bois. Voilà, c'est pas arrivé. Ouais. Mais je sais que j'ai des outils de récupération de données quasiment à la minute ou à la seconde. Où j'ai fait des essais là-dessus. C'est quand même assez bluffant de pouvoir retourner dans le passé. Là où on veut, si on a des soucis. Je me suis quand même assuré de me faire mes propres backups au cas où. C'est juste, comme on aime à dire, ceinture et bretelles. et non, c'est un peu plus de sérénité ce changement. Exclusivement du changement de la sérénité, parce que le reste, tout fonctionne pareil, quoi. Je vois zéro différence. C'est un chemin super intéressant parce que tu as commencé développeur, maintenant tu fais plusieurs métiers, que tu le veuilles ou non. C'est développeur, c'est sysadmin, c'est DevOps. Et puis au cours de 20 ans, évidemment, on en parle là en une demi-heure, mais ça a pris 20 ans. Tu es passé d'un fat client avec une base de données embed dedans à un client serveur hosté sur une machine virtuelle, à un client serveur en quelque sorte, mais en mode distribué avec une API et finalement une partie du code qui tourne sur le browser du client, une partie du code
qui tourne sur Lambda et puis la base de données. Est-ce que tu continues à aller plus loin dans cet esprit de je veux passer plus de week-ends, je veux payer moins cher avec plus de scripts d'automatisation? T'as un nouveau champ du possible maintenant que tu es dans le cloud avec les API, avec CloudFormation, etc. Comment tu opères? C'est quoi je ne vais pas dire ton quotidien, parce que tu ne travailles pas tous les jours dessus, mais quand tu travailles dessus, c'est quoi ton quotidien en admin, optimisation de la plateforme versus développement de nouvelles fonctionnalités? Parce que je suppose que tes clients te demandent toujours des nouvelles fonctionnalités. Il faut savoir calmer les clients, sache-le, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, donc des fois je suis obligé de freiner mes clients en leur disant cette fonctionnalité elle est sympa, mais elle n'est pas possible, ou du moins elle ne va servir qu'à vous, donc du coup je freine des fois mes clients, mais oui, tu as raison, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités à implémenter, mais en fait, plus que des nouvelles fonctionnalités, parce que les fonctionnalités finalement, quand je dois les implémenter, c'est juste changer mon API et mon front. Ça impacte pas trop sur AWS, mais de mon côté, j'ai le grand tort d'écouter un gars qui parle tous les vendredis matins sur un podcast et qui me propose toutes les 2 semaines des nouveautés. Et à chaque fois, pas totalement à chaque fois, mais en tout cas souvent, quand il parle d'une nouveauté, je me dis tiens, c'est pas mal, ça pourrait être intéressant. Dans quel cas je pourrais le mettre dans mon appli? Parce qu'en fait, finalement, mon appli, ça me sert de sandbox, quoi. C'est ma veille technologique à moi et je m'amuse à implémenter des nouveautés dessus. Donc, quelle est ta grille de décision pour dire je le fais pas? On a parlé du coût évidemment, mais il y a d'autres critères. La première c'est le coût et après c'est la réalisation en fait. Si j'arrive à la réaliser de telle sorte que je puisse la reproduire chez moi en sandbox on va dire et que voilà je puisse la tester de A à Z sans surprise, il y a de grandes chances que ça finisse en prod. En revanche, si c'est un truc que j'ai du mal à tester parce que je ne peux pas déployer telle ou telle infra de mon côté, ça pose problème parce que du coup j'aime bien avoir l'environnement de dev sur ma machine et potentiellement partiellement dans le cloud pour peu que ce cloud là ne me coûte rien. Mais si j'ai pas d'environnement de dev pour tester, c'est compliqué. On va quand même pas déployer en prod, quoi. On va pas tester en prod, quoi. Donc, j'ai des limites, j'ai des bonnes pratiques quand même, et donc c'est ma première contrainte, c'est le prix, parce que si la feature elle m'explose mon budget, ça n'a pas d'intérêt. Si ensuite le prix reste convenable, voire gratuit, c'est un avantage, eh bien j'envisage de l'implémenter. Et donc voilà, je teste et je déploie. Un des feedbacks que j'ai souvent parmi les auditeurs du podcast sur les réseaux sociaux, c'est de dire c'est bien de parler de technologie, mais quels sont les parcours des gens que vous interviewez, comment ils en sont arrivés à être architecte cloud, DevOps, etc. Et là, ton parcours est intéressant parce que tu es parti plutôt avec une casquette software engineer, c'est écrire du code, et je me reconnais beaucoup dans ton parcours aussi. Et puis tu te retrouves maintenant à avoir cette multicasquette de pur DevOps au sens vraiment naturel du mot DevOps. Dev et Ops, tu gères la solution que tu développes aussi. Quels seraient les conseils que tu donnes aux auditeurs qui veulent augmenter leur connaissance cloud? Tu as parlé de Cocadmin et je mettrai évidemment les liens, mais comment tu apprends? Moi, j'ai appris YouTube, c'est une grande source d'apprentissage. Il y avait Cocadmin. Il y avait la chaîne YouTube AWS en français finalement. À une époque, tu y faisais quelques vidéos. Je regrette que tu n'en fasses plus. On a fait 60 vidéos de moins de 5 minutes sur comment bien démarrer sur XYZ, RDS, démarrer une machine Windows, faire une Lambda. Mais ça reste, c'est intemporel. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est pas encore obsolète. Donc, elles sont toujours là. Vous pouvez toujours aller les voir. Il y a 60 vidéos qui sont disponibles. En tout cas, pour mettre en place, justement, pour faire 2-3 tests, simplement, déployer quelque chose assez rapidement. C'est grâce à ça, justement, que j'ai déployé une RDS en quelques minutes en me disant, tiens, mais en fait, ça va très vite. Donc, ouais, ma principale source, c'est YouTube et toutes les chaînes qui vont bien. Il y a aussi le blog AWS où tu en parles d'ailleurs tous les vendredis dans tes podcasts où tu parles de nouveaux articles qui expliquent comment déployer ceci, cela. Et ben c'est exactement ça. Parmi mes recherches sur les internets, eh bien je tombe souvent sur ces articles-là qui m'expliquent comment déployer les plus ou moins les surprises qu'on pourrait rencontrer. Et c'est plutôt bien fait parce que généralement les cas borderline sont déjà abordés et on trouve assez facilement ces réponses. Donc c'est vraiment pas mal.
Et puis, Ouais, donc si je résume, YouTube, les podcasts, les blogs, évidemment un bon moteur de recherche pour rechercher tout ça, et pas nécessairement de la recherche réactive pour résoudre un problème que tu as, c'est plutôt, si je comprends bien, si je lis entre les lignes, de la recherche proactive aussi, de la pure veille, dire tiens, c'est intéressant, j'en ai pas l'utilité pour le moment, mais je range ça dans un coin de ma mémoire, on sait jamais, plus tard ça pourra servir. Une des prochaines fonctionnalités que j'aimerais mettre en place, c'est avec SQS, où j'aimerais déléguer une lambda pour qu'elle soit notifiée par SQS dès qu'elle a une notification pour envoyer un mail, en fait, pour que ma gestion de mail ne soit plus directement dans mon code PHP qui est actuellement, il contacte le serveur SMTP, il envoie le mail et puis tout se passe bien. Mais je me dis, si un jour le serveur SMTP se dit tiens, aujourd'hui je suis fatigué, je commence à ralentir, mon application va ralentir aussi. Et mon hypothèse, c'est de me dire ok, je push ça dans une SQS. Et la SQS se chargera de notifier la lambda, et la lambda se chargera d'envoyer le mail, voire de vérifier l'adresse mail, parce que du coup, elle peut se le permettre, elle a un peu plus de temps, elle est asynchrone. Et donc, ça fait partie des fonctionnalités que j'aimerais mettre en place pour améliorer le quotidien de mes utilisateurs, parce que du coup, pour eux, ça se verra pas, moi je serai comme un fou, mais voilà, ça sera plus rapide. Et puis, à mon niveau, encore une fois, le free tier d'AWS me permettra non seulement de tester, mais de le déployer à moindre coût. De l'utiliser en production quasiment, ouais, sur ce volume-là. Tiens, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Une par rapport à toi-même, une par rapport à tes clients et la relation avec AWS, parce qu'on entend souvent le mot locking. Moi, j'aime pas dire le mot locking, mais dire il y a une certaine adhérence. Et au plus tu utilises des services managés, au plus ça te coûtera cher en temps de mettre ton code ailleurs. Et je voulais savoir quel était ton point de vue sur cette adhérence. C'est vrai qu'il y a un peu cette crainte de se dire, bon, maintenant que j'utilise tous ces services, est-ce que je pourrais un jour, si je le souhaite, en partir ? Tu me demandais tout à l'heure quels critères pour le mettre en production, enfin pour l'utiliser. C'est vrai que ça fait partie aussi des critères, effectivement. Et c'est vrai que la fonctionnalité SQS là qui me paraît très séduisante là, c'est vrai qu'elle n'est pas encore mise en prod parce que ça fait partie des choses que si je la mets en place, est-ce que derrière j'arriverai à la reproduire sans Amazon ? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas encore répondu. Et c'est peut-être pour ça que la fonctionnalité n'est pas encore finalisée d'ailleurs. Mais outre ces fonctionnalités que je veux rajouter, et donc c'est moi qui cherche à me créer des soucis, on va dire, le reste, tout ce qui est base de données, tout ce qui est code PHP, etc., je sais que j'arrive encore à le faire fonctionner sur un serveur mutualisé lambda. Je le sais parce que j'ai une plateforme de test. Quand tu dis lambda, ça veut dire quelconque dans ce cas-là. L'idée d'appeler un service lambda aussi. Non, mais juste pour être clair. Oui, ça veut dire que tu peux sortir ton code de la fonction lambda, le tourner sur une virtuelle machine Linux, et ça fonctionne sur ton laptop. Et RDS, c'est MariaDB, on l'a dit en dessous, qu'il soit géré par AWS ou par toi, c'est à peu près la même chose. Ok, donc c'est un de tes critères de choix pour l'adoption des nouveaux services. Et tes clients, alors pas les services, mais le fait que les données soient chez AWS, même si je suppose que tu héberges sur la région de Paris. Est-ce que tu as eu des réactions? Est-ce qu'ils le savent? Peut-être pas, en fait. Peut-être qu'ils s'en foutent aussi. Ils s'en foutent, je pense pas. Ils sont plutôt franco-français, j'ai envie de dire. Et je pense qu'ils ont peur de ça. Je le cache pas dans le sens, c'est dans mes mentions légales. C'est un peu, je suis obligé aussi, donc je le cache pas. Des gens parfois me demandent plus en fait comment sont hébergées vos données. Est-ce que c'est hébergé sur un serveur agréé et tout ça? La réponse est oui. J'ai toutes les certifications, les PDF qui me sont rendus disponibles par Amazon et qui me permettent de dire voilà, mon code, ma base de données, la plateforme est certifiée HDS chez eux, et eux ils ont cette certification, donc il n'y a aucun souci. Et limite, je dirais même, il y a moins de soucis qu'avant, dans le sens où avant, vu que c'était moi qui gérais ma machine, j'étais pas à l'abri de faire une bêtise. Là, je ne gère plus ma machine. À part d'aller dans le code moi-même et de dire tiens, si je mettais un bouton rouge pour effacer toute la base de données, non, il y a beaucoup moins de risques maintenant. Donc mes clients sont pas nécessairement au courant dans le sens encore faut-il me le demander. Si on me le demande, j'ai rien à cacher et de toute façon, comme je disais, c'est dans les mentions légales. Ça peut. Mais tu n'as pas eu d'opposition véhémente ou des gens qui ont fait un pushback que tu as dû calmer d'une façon ou d'une autre? Non, mais ça peut peut-être en freiner certains. Je t'avouerai que le monde de la santé
en France, a priori, ça a l'air de titiller pas mal de personnes. Donc du coup, sans avoir un retour où j'ai fait un sondage, etc., mais ça pourrait effectivement titiller des gens. Je peux voir des gens intervenir des fois sur les réseaux sociaux en disant je cherche une application où les données sont hébergées en France chez un hébergeur français. Tu vois, ça fait certains titilles, quoi. Ils cherchent vraiment la sécurité, enfin la sécurité, pas la sécurité, mais d'être rassuré. Voilà. D'être rassuré, c'est plutôt ça, parce que la sécurité est la même, voire supérieure dans le cloud que chez certains autres hébergeurs. Dans les clouds publics en général, je parle pas d'AWS spécifiquement, je parle de tous les grands, que ce soit Microsoft ou Google, sur ce cas-là. Ça fait quoi, 8 ans que tu es dans le cloud à peu près, bientôt 10 ans dans le cloud. 10 maintenant, parce que la version SaaS, 2000, elle est sortie 2012 et je l'avais migrée quelques temps après sur les serveurs comme il faut. Mais ouais, ça vaut, on va dire 10 ans. Quel est si tu as des anecdotes, tu as certainement des anecdotes, des retours de tranchées, comme j'appelle ça, des choses qui se sont particulièrement bien passées, qui se sont mal passées, des choses que tu n'aimes pas peut-être, que tu souhaiterais soit plus facile à faire. Non, moi j'aime pas dire les choses que j'aime pas, je remonte toujours, j'essaie d'en tirer toujours du positif. Et à mon niveau en tant que développeur, quand j'avais découvert Ansible pour déployer, je m'étais dit c'est génial, en fait c'est des lignes de code, on me promet que ce script-là fonctionnera partout, c'est faux, c'est faux, suivant le serveur des fois il veut pas, et c'est ça qui m'a fait aussi décider à migrer vers AWS. Et quand j'ai découvert CloudFormation, ma vie est devenue une oasis de plaisir, je développais une infrastructure, c'est vraiment... c'est génial. Là où avant je m'embêtais à regarder chaque ligne de code, je vais installer telle version de tel OS, telle version de telle base de données. Là, des lignes de code et voilà, c'est mon bonheur. Je me noie dedans. Et donc je déploie une infrastructure avec un fichier de code et c'est vraiment le côté magique qui est que voilà, aujourd'hui j'ai une version de prod, je déploie exactement la même chose en version de test. Je fais mes tambouilles, je fais mes tests, et puis derrière, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, et derrière après je peux déployer en prod, mais... Et t'as la garantie que les environnements seront les mêmes entre test et dev, parce que c'est le même fichier qui a servi à générer les deux environnements. Et puis moi ce que j'aime bien avec CloudFormation, c'est qu'on peut les versionner, revenir en arrière, on peut faire un diff sur son infrastructure, c'est comme si on avait 2 data centers, et je peux faire un diff entre les deux. Non mais vraiment c'est une infra, donc ça porte bien son nom, quoi. Infra as code, c'est du code. Et pour un développeur, c'est génial, quoi. C'est vraiment, tu gères ça comme ton code et ok, ça marche pas, rollback, on enlève et on n'en parle plus. Et pour le futur, de quoi tu as envie de regarder? Tu as déjà parlé de SQS, SES, éventuellement pour envoyer les mails. Est-ce qu'il y a d'autres services vers lesquels tu lorgnes et pour lesquels tu auras besoin d'un peu de temps pour essayer avant d'adopter? Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Un peu orienter mon site public vers quelque chose de plus statique pour tenter d'avoir moins d'accès à la base de données, toujours dans un souci d'optimisation de performance, que ce soit plus rapide à lire. Mm-hmm. Je lorgne un peu des différentes technos. Je rêve qu'un jour on puisse héberger enfin je rêve, c'est déjà le cas, hein, parce que mon site public, il y a une partie de mon site public qui est fait en Nuxt.js, le pendant de Vue.js, et ça marche très bien, mais je rêve de pouvoir refondre tout mon site public en Nuxt pour avoir pas le moins d'appels, parce qu'il y aura toujours des appels à la base de données, mais pour que, en tout cas, le retour API soit le minimum, plutôt que de recharger toute la page, etc., de minimiser tous ces transferts de données inutiles. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête que j'aimerais bien faire? Je crois qu'on avait parlé de CloudFormation quand on avait parlé le CDK. Quand on avait préparé cet épisode du CDK, spécifiquement. Tous les week-ends, je t'entends parler du CDK et tu dis tiens, pour déployer ça, c'est une ligne de code, et puis quand je regarde mon YAML, non, c'est pas une ligne de code. T'en as 400. On remarque avec tous les fichiers peut-être maintenant. Mais en tout cas, c'est pas une ligne de code, et du coup je commence à m'intéresser à... En tout cas, il va falloir que je m'intéresse à ça. Heureusement, on parlait tout à l'heure de Mathieu Napoli et de son framework Lift. Lift, pour le coup, il a mis en place quelque chose qui est assez magique. Une ligne, un template de 3 lignes, et derrière, on déploie un site statique, on déploie un site moins statique. Enfin bref, on déploie tout ce qu'on veut. Enfin, pas tout ce qu'on veut, mais on déploie pas mal de choses, justement, avec encore moins de lignes de code que le CDK, je pense. Donc, c'est assez magique. Tiens, je connaissais pas Lift, je vais regarder. Le projet sur GitHub, c'est GetLift.
GetLift. On regardera ça. Histoire intéressante d'une application Fat Client, client lourd, qui était progressivement migré en client-serveur, d'abord sur un hébergeur traditionnel et puis en serverless maintenant, partiellement serverless, puisqu'il y a quand même encore une bonne vieille base de données MariaDB, mais enfin quand je dis vieille, c'est sans aucune ironie ou facétie de ma part, ce sont des... Je pourrais la migrer vers Aurora, mais il y a encore une histoire de coût. Ça vaut vu ton volume, ça vaut probablement pas. Voilà, exactement. Peut-être dans le futur, quand le volume va augmenter. Donc histoire super intéressante. Merci Antoine de l'avoir partagé avec nous. On disait en préparant cet épisode de podcast que c'est pas toujours les grandes sociétés du CAC 40. Oui, c'est vrai qu'il y en a un paquet qui utilise AWS, mais aussi des développeurs indépendants. Et je suis content que AWS peut t'aider à passer des meilleurs week-ends et plus de temps en famille. Je peux même faire des interviews maintenant. En plus. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.